Cet exposé est produit dans le cadre des séminaires organisés par l'Institut Humanisme Total. Je vais aujourd'hui parler du concept de vision du monde dans le Dieu caché de Lucien Goldman, et je vais spécifiquement m'intéresser à la question de l'apport du marxisme dans l'analyse d'œuvres littéraires. Donc, on va commencer par poser simplement la question: quels sont les apports du marxisme à l'analyse d'œuvres littéraires ? Si Marx montra un intérêt profond pour l'art et la littérature en particulier, son œuvre laissa cependant de nombreuses questions relatives à l'esthétique inassouvies. De la question de la fonction de l'œuvre d'art, en passant par celle de la possibilité de fonder une esthétique marxiste, jusqu'à la possibilité d'analyser une œuvre d'art à l'aune du matérialisme dialectique et historique, le corpus marxien laisse parfois une regrettable impression d'inachevé. En outre, dès que s'immisce une tentative de réponse, les thèses présentées divisent. L'analyse d'œuvres littéraires au prisme de la théorie du reflet, telle qu'elle fut conceptualisée par Lénine, et qui considère que l'art peut saisir des aspects essentiels de la réalité, prend-elle, par exemple, le risque d'appauvrir, voire d'assécher une œuvre d'art ? Dans quelle mesure le marxisme est-il capable, en tant que théorie, de prendre en charge les singularités propres à l'œuvre d'art ? La catégorie de totalité à l'œuvre dans le marxisme ne conduit-elle pas, en essayant d'arrimer un sens univoque à un texte, à le défaire de ses singularités ? Évidemment, à l'occasion de cet exposé, nous n'entendons pas répondre exhaustivement à toutes ces questions, mais plutôt esquisser des pistes de réponse, en présentant une tentative d'analyse d'une œuvre d'art au moyen d'une méthodologie marxiste. Cette méthodologie marxiste, c'est celle que Lucien Goldman développe dans Le Dieu caché, publié pour la première fois en 1959, et qui nous semble être un pari réussi. Dans cet ouvrage, et au prisme de sa méthode structuraliste génétique, Goldman entend produire une analyse socio-esthétique des pensées de Pascal, donc les pensées publiées pour la première fois en 1669. Donc, nous nous baserons principalement ici sur l'édition des pensées, qui est celle justement de Léon Brunswick, parce que c'est celle qu'utilise Goldman justement dans son exposé. Mais avant justement de présenter le concept qui nous intéresse, donc le concept de vision du monde dans le Dieu caché, il nous faut présenter brièvement l'auteur de cette théorie. Il est difficile de présenter Lucien Goldman en quelques lignes, tant il fut une figure innovante du marxisme des années 1950-1960. Ses théories sont souvent hétérodoxes et originales. Il est grandement influencé par la méthodologie génétique de Piaget et illustre parfaitement l'idée selon laquelle la pensée n'existe pas sans conflit. Il a largement contribué à l'analyse d'œuvres littéraires dans le champ du marxisme et a notamment toujours pensé les potentielles évolutions du marxisme, notamment en prenant en compte justement les questions des mouvements d'autogestion, justement un peu plus tard, dans les années 60. Il n'a jamais abandonné la foi en marxisme et en un devenir historique émancipateur. Ce qui n'est pas chose aisée pour Goldman, qui évolue dans un monde marqué par une guerre froide, l'apparition de monopoles capitalistiques d'État, soit qui évolue finalement dans un monde marqué par la suprématie du rationalisme bourgeois, qui prend l'aspect immédiat de l'égoïsme rationnel, de l'homo economicus. Forcément, ce n'est pas la période idéale pour croire justement à la victoire du marxisme. Et pourtant, jamais Goldman n'abandonnera cette idée. Donc, maintenant, nous passons à la méthodologie dont il était question dans la première partie de notre introduction. Donc, en quoi consiste le structuralisme génétique de Lucien Goldman ? Si le concept de vision du monde nous éclaira plus largement à ce propos, on peut dire qu'il s'agit plus ou moins d'une application du matérialisme dialectique et historique de Marx à l'étude d'ouvrages philosophiques et littéraires.
Quant au concept de vision du monde, il n'a rien d'évident, surtout pour des marxistes. On peut déceler une première parenté entre le concept goldmanien de vision du monde et la notion d'origine allemande, pour la première fois en philosophie amenée par Kant, de Weltanschauung, littéralement intuition du monde ou contemplation du monde, selon Christian Berner dans son Que sais-je sur les conceptions du monde. Donc, Weltanschauung est le plus souvent traduit par conception du monde ou vision du monde. C'est un concept qui est entre autres très utilisé dans la philosophie allemande, notamment par Dilthey, Jaspers ou Heidegger. On peut aussi trouver une énorme parenté entre le concept de vision du monde tel qu'il est théorisé par Gramsci et le concept de Goldman, notamment parce que le concept de Gramsci, comme le concept de Goldman, se situe sur deux plans. Un premier plan qui est un plan justement d'homme-masse, c'est typiquement la vision du monde d'un groupe social, et un autre plan parce que justement son unification par un penseur, un philosophe, un chercheur, doit permettre justement l'élévation de cette vision du monde durant justement de pensée de la masse à expression des potentialités et des aspirations d'un groupe social particulier. Bref, qu'est-ce qu'une vision du monde pour Lucien Goldman ? On peut dire qu'elle peut être définie sur deux plans. Donc, elle peut être définie immédiatement, premièrement, comme un ensemble de valeurs, d'aspirations, de sentiments et de manières d'agir que défend un groupe social particulier. Cependant, cet ensemble de valeurs, d'aspirations et d'actions rattachées à un groupe social n'est pas une fin en soi, mais constitue un outil permettant de hiérarchiser les informations les plus importantes, c'est-à-dire l'essentiel de l'accidentel dans l'analyse d'œuvres théoriques et esthétiques. Mais à ce stade, avant d'en arriver là et avant justement de déployer notre propos, il faut déjà montrer quel genre de problème pose la vision du monde. Or, nous l'avons vu pour le moment par nos deux plans d'argumentation, on a un plan éminemment subjectif. Vu que la vision du monde est censée référer aux valeurs, aux aspirations et finalement à la subjectivité d'un groupe social, et deuxièmement, un élément objectif, plus ou moins, au sens où justement la vision du monde est aussi un outil de recherche. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est le questionnement finalement de la valeur scientifique du concept de vision du monde. En effet, comment être certain que l'ensemble des valeurs et comportements humains retenus pour conceptualiser la vision du monde ne sont pas choisis au hasard, au petit bonheur la chance, d'une manière totalement subjective. Tout chercheur étant en effet lui-même porteur d'une vision du monde particulière, donc de valeurs, d'aspirations et de comportements précis, peut-on seulement faire de la vision du monde un outil scientifique, alors qu'elle implique nécessairement l'adhésion du chercheur à un certain nombre de valeurs, de buts, d'ambitions. Dès lors, comment faire un usage scientifique d'un outil qui peut facilement être accusé de servir une idéologie particulière ? On va reproblématiser la question pour bien qu'elle vous entre dans la tête, parce que c'est vraiment le cœur de notre propos et ce qui en fait finalement nous permettra de déblayer tout au long de l'exposé. Mais du coup, si on a tous, en tant qu'individus, une certaine vision du monde et de la vie, alors on analyse tous le monde à travers les feutres des lunettes teintées que l'on porte. Dès lors, chercher à étudier les autres visions du monde, c'est forcément les considérer au prisme de notre propre valeur, aspiration et intérêt. En partant de ce principe, comment faire de la vision du monde un outil scientifique et marxiste, et pas un simple outil idéologique ? Donc, nous allons passer au déploiement de notre plan. Nous apporterons du coup une réponse en 3 moments. Dans un premier moment, nous montrerons comment la méthodologie appliquée par Goldman entend constituer la vision du monde comme outil scientifique en répondant à un certain nombre de questions posées par l'analyse d'une œuvre en sciences humaines. Donc ce sera vraiment la partie méthodologique de notre exposé.
mais que nous exemplifierons pour la rendre un peu plus accessible. Dans un second moment, nous montrerons comment Lucien Goldman applique cette méthodologie, donc que nous déblayerons dans la première partie, aux pensées de Pascal, en conceptualisant notamment une vision du monde tragique, laquelle apparaît donner des résultats effectifs dans l'analyse d'une œuvre d'art au prisme de la vision du monde comme outil. Enfin, dans notre dernière partie, nous avancerons un peu et montrerons comment la vision du monde dialectique, théorisée par Goldman, s'inscrit dans un héritage marxiste, laquelle fait du pari et de la catégorie d'avenir des éléments primordiaux de la recherche en sciences humaines. Donc, nous passons à notre première partie. Le premier problème qui nous occupe est finalement un problème assez paradigmatique des problèmes que se posent la plupart des philosophes. Donc, quels sont les problèmes lorsqu'on essaie de comprendre la signification, le sens d'une œuvre d'art ? Comment savoir, par exemple, si Les Pensées de Pascal est une œuvre qui défend des idées rationalistes, ou si elle s'oppose à ces idées ? S'il est plus pertinent de trouver une filiation entre Les Pensées et l'œuvre de Descartes, ou Les Pensées et l'œuvre de Kierkegaard. Bref, face à des éléments disparates dans le monde de la recherche, comment orienter sa voile ? Pour montrer quelles difficultés posent les chercheurs et les manières dont est organisée la recherche dans l'analyse d'une œuvre d'art, Lucien Goldman présente dans le premier chapitre du Dieu caché, donc, qui s'appelle Le tout et le parti, deux types problématiques de chercheurs. Le premier type problématique de chercheur, c'est l'historien érudit. Lorsqu'il analyse une œuvre d'art, l'historien érudit amasse des faits sur l'œuvre. Il recueille des informations sur la biographie de son auteur, le contexte historique dans lequel l'auteur écrit, ou encore le style littéraire de l'écrivain. Cependant, et c'est là que se pose le problème, lorsque vient le moment de décider quels éléments privilégier au détriment des autres, il se trouve bien embêté. Par exemple, comment analyser l'ensemble des fragments de Pascal alors qu'ils se contredisent parfois au niveau de leur contenu ? L'homme est-il ange, est-il bête ? Comment peut-il être les deux ? Quelle lecture privilégier ? La deuxième figure problématique, c'est celle du philosophe. Lorsqu'il analyse une œuvre d'art, le philosophe cherche à arriver à la signification des phénomènes, donc à trouver le sens en vérité qui est celui de l'œuvre d'art. Cependant, comme l'araignée de Bacon, parce qu'il tire sa substance de lui-même, rien ne garantit que sa hiérarchisation des faits pour analyser l'œuvre soit valable. C'est des valeurs en vérité peut-être totalement subjectives que le philosophe ressort justement pour analyser l'œuvre. Comment juger justement de leur scientificité ? Par exemple, quelle analyse privilégiée de celle qui voit dans les pensées une œuvre au service du maintien du pouvoir monarchique en place, ou de celle qui considère l'ouvrage comme progressiste et allant dans le sens des intérêts du tiers-état. Bref, deux figures problématiques. Celle de l'historien érudit, qui s'occupe de recueillir l'ensemble des éléments en relation avec l'œuvre, mais rencontre des difficultés à savoir lesquels sont les plus importants et comment les hiérarchiser, et la figure du philosophe, qui lui ose hiérarchiser les faits, mais doit être à même pour cela de démontrer la validité de sa méthodologie. Ainsi, pour analyser une œuvre d'art, il s'agit pour Goldman de garantir l'existence d'une méthode ou d'un outil qui permettrait de hiérarchiser les faits recueillis, donc comme le fait le philosophe, mais en garantissant la scientificité de son analyse. Comment procède Goldman ? Or, donc, comment procède-t-il ? Dans le Dieu caché, c'est grâce au structuralisme génétique, qui est donc sa méthodologie, que Goldman procède, et notamment à l'aune de l'outil de vision du monde. En effet, le structuralisme génétique est une méthodologie marxiste qui consiste à insérer des phénomènes dans des totalités plus grandes, le comprenant, afin d'expliquer ce phénomène. Je vais être un peu plus claire et je vais développer.
Par exemple, si on prend le champ des sciences physico-chimiques, pour comprendre le fonctionnement du cœur humain, il faut le replacer dans une totalité. Quelle est la totalité la plus évidente? C'est le corps humain. On ne peut pas comprendre le cœur humain sans justement comprendre ses relations avec l'ensemble du corps humain. Cet exemple est à prendre avec des pincettes parce que pour Goldman, on ne peut pas vraiment faire d'homologie entre sciences physico-chimiques et sciences humaines. C'est pourquoi nous allons donner un deuxième exemple. Donc, comment analyser la doctrine de la prédestination calviniste? La prédestination, du coup, c'est le concept de théologie chrétienne selon lequel Dieu choisit de tout temps les hommes graciés, sauvés et damnés. Parce que, bon, on pourrait se dire que, quelle est la lecture la plus valable? En insérant la doctrine de la prédestination calviniste dans des rapports sociaux capitalistes, Goldman montre que Weber, par ses analyses justement sur le protestantisme, etc., conclut que l'ascèse, le refus du monde calviniste, contribue à l'accumulation de capitaux et à l'essor du capitalisme pour justement le groupe social calviniste. On comprend ici bien comment intégrer un phénomène social, donc ici le calvinisme, dans une totalité, ici dans la classe sociale justement capitaliste, etc., dans la classe sociale bourgeoise, etc., permet de donner du sens, une signification, une explication d'un phénomène, ici d'une manifestation idéologique. Or, ce qui est très intéressant justement, c'est que cette idée que Goldman développe au sein même de son structuralisme génétique, on en retrouve déjà des bribes chez Pascal. Donc, dans le fragment nous allons 72 de l'édition que nous avons citée. Je cite. « Si l'homme s'étudie en premier, il verrait combien il est incapable de passer outre. Comment se pourrait-il qu'il partît connu le tout? Mais il aspirait peut-être à connaître au moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. Mais les parties du monde ont toutes un tel rapport et un tel enchaînement, l'une avec l'autre, que je crois impossible de connaître l'une sans connaître le tout. » Donc, pour résumer, pour savoir ce que signifie une œuvre d'art, quel serait son potentiel sens, il faudrait comprendre l'œuvre d'art en l'inscrivant dans une totalité plus large, l'insérer dans une totalité qui la comprend et donc expliquer cette œuvre. Or, dans le cas d'une œuvre d'art, par exemple, ou d'une œuvre littéraire, ou d'une œuvre philosophique, quelle peut être la nature de cette totalité? Donc, nous passons justement à l'explicitation de deux découpages qui apparaissent a priori pertinents à Goldman. Donc, on peut, et c'est vraiment la manière la plus évidente de le faire, expliquer une œuvre d'art en la comprenant justement dans la vie intellectuelle, la vie individuelle, la vie biographique de son auteur. Ainsi, on expliquerait les pensées de Pascal en se demandant si Pascal était ou non janséniste à l'époque où il a écrit les pensées. Ou encore, par exemple, pour citer un autre exemple, dans quelle mesure la mort de la femme de Saint-Simon a été décisive dans l'arrêt momentané de la rédaction de ses mémoires. Si cette méthodologie paraît immédiate, et donc plus logique, elle a notamment pour inconvénient de nécessiter une connaissance exhaustive de la psychologie de l'auteur étudié, des rapports avec son milieu social et naturel, a fortiori au XVIIe siècle. En outre, si ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience, alors on ne peut réduire le jugement que les auteurs portent sur leur œuvre à ce que leur œuvre signifie réellement. C'est ainsi que Goldman entrevoit une autre totalité dans laquelle insérer l'œuvre d'art. C'est justement insérer l'œuvre d'art en la comprenant dans un groupe social auquel appartiendrait l'auteur. Ainsi, on expliquerait les pensées de Pascal en comprenant l'œuvre dans un groupe social, une classe sociale dont elle serait l'expression superstructurelle. Si cette hypothèse est peut-être moins évidente à première vue, elle évite notamment les écueils de la première méthode, en ce qu'elle réussit efficacement
à comprendre l'ensemble des actions d'un individu en les insérant de fait dans un groupe social. En effet, dans la vie des hommes, le sujet de l'action est souvent un groupe, un nous. Et même si forcément la structure individualiste de la société tend justement à cacher l'existence de ce nous. Il y a entre les hommes une autre relation possible que celle de sujet à objet, de je à tu. Il existe une relation de communauté que nous appelons le nous. Or, de fait, ce nous s'exprime, agit sur le monde. C'est justement, par exemple, typiquement le groupe social. N'importe quel groupe social, on peut totalement justement abstraire les comportements individuels, et notamment par le biais de la sociologie, voir justement comment les hommes ont tendance à agir du fait justement de détermination ou d'appartenance à certains groupes particuliers. Or, pour Goleman, un des groupes sociaux les plus intéressants en termes d'analyse et pour inscrire une œuvre d'art dans un groupe du coup plus large, c'est justement le groupe social de la classe sociale. Pourquoi ? Parce que la classe sociale occupe une place importante de la vie idéologique des hommes, puisque les hommes sont obligés de fait à consacrer la plus grande partie de leur existence, de leurs préoccupations et de leur activité, à assurer justement leurs moyens de vie, à justement se rendre tous les jours au travail. Et de même pour les classes dominantes, à garantir et maintenir leur domination. Bref, Goleman soutient que contrairement à l'individu, qui peut confondre la conscience de son existence avec ce qu'il en est de son existence même, les intérêts idéologiques et superstructurels d'une classe sociale ne peuvent que converger dans le sens des intérêts portés par une infrastructure. Donc il y aurait forcément une homologie entre d'un côté les intérêts réels d'une classe et de l'autre justement leurs aspirations idéologiques. C'est un peu l'idée développée par Goleman. Donc, pour résumer ce que nous avons dit jusqu'à présent, Goleman entend donc analyser des œuvres d'art et des œuvres théoriques en les intégrant dans des classes sociales particulières dont elles seraient une expression des intérêts. Parce que l'appartenance à certains groupes sociaux ou groupes socio-économiques est déterminante, en dernière instance, pour l'ensemble des comportements humains, parce qu'elle occupe une partie très importante de la vie des individus, alors il semble difficile, vu l'importance qu'elle prend dans la vie des hommes, de séparer la pensée et les comportements de certains groupes sociaux, et donc particulièrement de classes sociales. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec notre vision du monde ? Nous allons le voir très vite. À ce stade, nous pouvons laisser de côté grand nombre de difficultés. Par exemple, très peu d'œuvres peuvent se justement targuer de pouvoir être analysées au prisme de la méthodologie de Goleman, étant donné que Goleman considère que ce sont les grandes œuvres d'art qui en vérité expriment une vision du monde. Ça, c'est un problème, par exemple, sur lequel nous passerons. Mais donc voilà. Mais donc à ce stade, nous devons définir le concept de vision du monde, tel que nous l'avons appréhendé dans notre introduction. Nous pouvons citer une définition donnée par Goleman, qui explicite encore plus ce qu'est la vision du monde. Donc, la vision du monde est en effet l'extrapolation conceptuelle jusqu'à l'extrême cohérence des tendances réelles, affectives, intellectuelles et même motrices des membres d'un groupe. C'est un ensemble cohérent qui s'exprime sur le plan littéraire par la création de mots d'un univers concret, d'êtres et de choses. Bref, on a vu quelque chose d'intéressant ici, c'est que ici, Goleman apparente vision du monde et membre d'un groupe. Or, nous avons juste avant analysé le fait que du coup, une vision du monde serait reliée potentiellement à un groupe social. Il faut dire que pour théoriser son concept de vision du monde, Goleman s'inspire très largement du concept d'idéal type développé par Weber et du concept de conscience possible de Lukács.
La vision du monde est donc un outil conceptuel qui voit dans certaines œuvres, et notamment des œuvres importantes du patrimoine littéraire, l'expression poussée à son plus haut niveau de cohérence des aspirations et des valeurs d'un groupe social ou d'une classe sociale particulière. Ici, nous nous permettons de faire un point afin de mentionner que Goldman, du fait du statut encore hypothétique de son hypothèse, ne sait pas encore exactement si l'outil de vision du monde s'applique uniquement à des classes sociales ou s'appliquerait à des groupes sociaux beaucoup plus largement. Cependant, Goldman n'a jamais cessé, au long justement de son œuvre, de tester cette hypothèse et de se poser cette question. Nous verrons cependant dans la prochaine sous-partie, donc maintenant en fait, que justement cette confusion potentielle entre classe sociale et groupe social lui sera reprochée. En effet, dans le champ même du marxisme, le concept de vision du monde tel qu'il est développé par Goldman pose problème. Dans le champ des études pascaliennes, c'est notamment avec le respectable philosophe et sociologue Henri Lefebvre que Goldman a débattu de façon parfois virulente, même si finalement, en vérité, les théories sur Pascal des deux auteurs se rejoignent beaucoup. Dans le cadre de débats successifs sur l'analyse des pensées de Pascal, au prisme du marxisme, Lefebvre émet plusieurs critiques du concept goldmanien, bien qu'il reconnaisse tantôt, du coup, comme je l'ai dit, la parenté de leurs analyses. Donc, la première critique qu'émet Lefebvre se situe justement sur le plan de l'idéologie. Lefebvre accuse Goldman de confondre justement vision du monde et manifestation idéologique d'un groupe social. Par exemple, nous le verrons un peu plus tard, mais je m'avance un tout petit peu, Goldman justement distingue plusieurs visions du monde, dont la vision du monde tragique, qu'il apparente notamment à la pensée de Pascal, et la vision du monde rationaliste, qu'il apparente notamment à la pensée de Descartes. Or, pour Lefebvre, Pascal et Descartes ont finalement des origines sociales qui sont à peu près similaires. Donc en fait, ce que va faire Lefebvre, c'est justement se demander si justement les différenciations que perçoit justement Goldman entre visions du monde, différenciations qui sont assimilées à des classes, ne seraient pas juste des différences idéologiques dans un même groupe social en vérité, et non pas dans des groupes sociaux différents auxquels justement s'appliqueraient les concepts de vision du monde. En effet, par exemple, la différence entre les philosophies de Pascal et Descartes doit-elle vraiment être imputée à des visions du monde différentes ? Ne faut-il pas, au contraire, considérer, du fait des origines sociales communes des auteurs et des éléments communs de leur doctrine, ce qui leur est commun, afin justement de constituer une vision du monde ou une conscience de classe plus cohérente ? Nous le verrons. La deuxième critique, qui nous apparaît également pertinente, donc concerne, et nous l'avons un peu mentionné, le concept flou qui entoure la classe sociale comme justement porteuse de vision du monde. En effet, je m'avance encore un peu, mais justement, Goldman, nous le verrons, attache la vision du monde tragique, qu'il définira un peu plus tard, à un groupe social qu'il appelle la noblesse de robe. Or, pour Lefebvre, cette noblesse de robe n'est pas une classe sociale. Or, parce qu'une classe sociale a des rapports extrêmement structurés, très cohérents et délimités au sein d'une société, si on pouvait plus ou moins apparenter un groupe social à une vision du monde, ce serait la classe sociale. Or ici, Lefebvre en fait doute du statut, par exemple, de la noblesse de robe comme classe sociale. De fait, étant donné justement que la noblesse de robe serait un groupe social mais pas une classe sociale, il serait difficile d'y assimiler une vision du monde.
Donc ça, c'est un peu les deux grosses critiques qui distinguent l'œuvre finalement de Goldman et de Lefebvre. Mais il faut aussi mentionner que Lefebvre s'est très largement inspiré lui aussi, tout comme Goldman s'est inspiré des travaux de Lefebvre, donc des travaux de Goldman. Notamment dans son Pascal, le premier tome notamment, si je me souviens bien, Lefebvre ne parle pas de noblesse de robe, mais de noblesse bourgeoise. Or, il me semble que au début du second tome justement de Pascal, il revient justement sur la dénomination pour adopter celle de Goldman. Quant aux deux critiques, nous n'entendons pas évidemment ici développer ce en quoi elles nous semblent parfois peut-être moins pertinentes que les critiques, que l'analyse de Goldman. Cependant, nous verrons comment Goldman en fait, entend appliquer justement de manière cohérente son concept de vision du monde à des groupes sociaux qui ne sont pas forcément des classes sociales, et notamment justement dans le cas de la noblesse de robe et des pensées de Pascal. Donc, nous avons un peu fait le tour de la méthodologie qui est celle de Goldman et des problèmes méthodologiques que peut poser justement l'œuvre de Goldman au sein du marxisme. Nous passons donc désormais à l'analyse des pensées de Pascal, fort des acquis méthodologiques précédents. Souvenons-nous, nous en étions précédemment à essayer d'analyser des œuvres d'art en les mettant en relation avec des groupes sociaux. Or, avec quel groupe social pouvons-nous mettre en relation les pensées de Pascal ? Dans le chapitre « Jansénisme et noblesse de robe » du Dieu caché, Goldman part de l'hypothèse d'un rapprochement entre l'idéologie janséniste et les pensées de Pascal. Il est difficile de donner des contours au jansénisme, mais la doctrine fut d'abord fondée par les écrits de saint Augustin et Jansénius. On peut par exemple dire que Jansénius affirma que, depuis le péché originel, la volonté de l'homme, sans le secours divin, n'est capable que du mal, et que seule une grâce efficace peut le sauver. Or, le problème, c'est que cette grâce n'est pas accordée à tous les hommes. Précisément, le mouvement du jansénisme auquel Goldman rattache ici les pensées est celui qui se développe dans la société française entre 1637 et 1677. Il est défini par Goldman comme, je cite, « affirmant l'impossibilité radicale de réaliser une vie valable dans le monde », idéologie que nous avons qualifiée de tragique. Donc, Goldman considère que l'ensemble des traits qui caractérisent le mouvement janséniste au XVIIe siècle sont nombreux. Toutefois, tous les traits ne l'intéressent pas, mais ce qui l'intéresse justement en l'occurrence beaucoup pour caractériser la spécificité du jansénisme qu'il rattache à l'œuvre de Pascal, c'est le refus historique du monde et l'attitude hostile, ou du moins étrangère, à tout mysticisme. Donc, nous allons passer assez vite sur cela, mais Goldman commence par distinguer 4 mouvements qui lui semblent significatifs dans l'histoire du jansénisme. Donc, je le dis très très brièvement, mais entre 1637 et 77. Donc, il y aurait un courant modéré du jansénisme, un courant extrémiste non tragique, et les deux qui nous intéressent, donc le centrisme dramatique d'Arnaud et Nicole et l'extrémisme tragique de Barkos. Donc c'est surtout le dernier qui nous intéresse en l'occurrence. Donc, ce que nous venons de dire, c'est que dans notre cas, nous intéresserons en particulier à ce qu'ont de commun les pensées de Pascal et le jansénisme barkosien. En effet, pour Goldman, Les Pensées est une œuvre qui pousse à son plus haut point la cohérence de la doctrine barkosienne. Brièvement, en quoi consiste la doctrine janséniste extrémiste de Barkos ? Contrairement, par exemple, à la doctrine centriste arnaldienne, pour qui la tâche actuelle de l'homme se situe dans l'Église et dans le fait de militer pour l'Église, où l'homme doit défendre le bien et la vérité, aussi longtemps qu'il vit, la doctrine extrémiste de Barkos refuse toutes les valeurs relatives au monde et en fait l'homme doit se retirer dans la solitude au nom de l'exigence
de valeur absolue, que l'homme, corrompu par le péché originel, ne peut pourtant pas atteindre. Cependant, Pascal va un peu plus loin selon Goleman. Car si Barkos considère qu'il n'existe pas de valeur absolue réalisable dans le monde, il peut toujours vivre en chrétien en dehors du monde, dans la solitude du couvent de Port-Royal. Cependant, ce que fait Pascal, c'est pousser, selon Goleman, à bout la doctrine barkosienne en remettant également en cause l'existence de Dieu, et donc la possibilité de trouver ne serait-ce le repos dans un couvent, etc. Et donc pour l'homme d'être gracié. En fait, l'homme est constamment inquiété par la potentielle impossibilité de se réaliser dans un univers transcendant. Bref, là ce que nous avons montré, c'est qu'il existerait une structure commune entre les pensées de Pascal et le jansénisme barkosien. Plus encore, les pensées seraient un ouvrage significatif en tant qu'il pousserait à son plus haut niveau de cohérence l'idéologie janséniste barkosienne, en niant, en plus de l'existence du monde, l'existence de Dieu. Il reste cependant désormais à savoir si on peut relier la doctrine barkosienne janséniste à un groupe social, groupe qui serait à même de démontrer sur tous les plans l'existence d'une vision du monde portée à la fois par le jansénisme et les pensées de Pascal. Donc, ce groupe social, nous l'avons un peu mentionné dans la partie sur Lefebvre, c'est la noblesse de robe. Donc, quels milieux sociaux, groupes sociaux, se sont, entre 1637 et 1677, ralliés à l'idéologie janséniste? Pour Goleman, le groupe social avec lequel le ralliement avec l'idéologie janséniste paraît le moins accidentel est celui de la noblesse de robe. En effet, Goleman distingue, notamment à l'aide des travaux de Mogis, 3 mouvements dans l'évolution de la monarchie française. Le premier mouvement, c'est le mouvement de la monarchie féodale. Donc, la monarchie telle qu'on l'entend, a finalement, à ce moment-là, peu de pouvoir. Le roi est juste un seigneur plus riche que les autres et plus puissant que la plupart des autres seigneurs. Le deuxième moment, c'est le moment de la monarchie tempérée d'Ancien Régime, caractérisée par une primauté de la royauté sur les seigneurs et où le gouvernement s'appuie sur le tiers-État et sur des corps de légistes, d'administrateurs et d'officiers. Enfin, le troisième moment, sans doute le plus connu, c'est le moment de la monarchie absolue, donc indépendante de la noblesse, du tiers-État et des cours souveraines. Or là, le moment qui nous intéresse, c'est finalement le moment du passage de la monarchie féodale à la monarchie tempérée d'Ancien Régime. Parce que c'est là en vérité que s'intègre la noblesse de robe. En fait, il s'est établi à un moment donné de l'histoire une collaboration du tiers-État et de la royauté contre la noblesse féodale. Pour lutter contre les seigneurs concurrents, le roi s'appuie sur les fortunes de membres du tiers-État en échange de la vente d'offices, c'est-à-dire de parts de la fonction publique déléguée par le roi, dans le but de s'enrichir et de gagner en pouvoir. Le groupe social qui profite de la vente d'offices du roi est désigné comme noblesse de robe par Goleman, une noblesse de robe qui, je cite, « d'origine roturière, remplit à l'encontre de la noblesse de cour des fonctions sociales effectives et regarde celle-ci avec un dédain mêlé d'envie par son faste et sa situation sociale privilégiée. » Cependant, et c'est là tout le drame et la situation tragique qui se dessine, avec l'effacement de la monarchie d'Ancien Régime et l'émergence progressive de la monarchie absolue, donc monarchie qui trouve son aboutissement dans la figure de Louis XIV, la situation de cette noblesse d'Europe change. Le monarque absolu s'indépendantise et l'importance sociale et administrative des officiers par rapport au grand en général diminue de plus en plus.
Ainsi, pour Goldman, la situation de la noblesse de robe est proprement paradoxale et tragique. La noblesse de robe ne peut en effet pas constituer une classe au sens plein du mot, car l'état monarchique duquel elle s'éloigne progressivement idéologiquement constitue en fait le fondement économique de son existence. Donc, les membres de la noblesse de robe ne peuvent qu'exprimer un mécontentement par rapport à une forme d'État, par rapport à la dissolution progressive de la monarchie d'Ancien Régime, mais du coup ne peut pas vouloir la disparition de cette monarchie, étant donné qu'elle est tributaire de l'existence de cette même monarchie. On saisit donc ici une homologie introduite par l'idéologie janséniste et la situation paradoxale du coup de la noblesse de robe. Dans tous les cas, il y a une impossibilité d'agir dans le monde, une fatalité de l'existence. Pour le jansénisme, cette fatalité se manifeste par le tiraillement entre la recherche d'un Dieu et l'impossibilité effective de le connaître, et pour la noblesse de robe, par une contradiction irrésoluble entre l'impossibilité d'une satisfaction par l'état actuel de la monarchie, mais sa dépendance économique qui fait qu'elle est obligée en fait, du coup, de rester servile d'une certaine manière à cette monarchie. Donc, nous avons ainsi jusqu'à présent montré comment Goldman établissait dans ses grandes lignes la relation entre l'évolution de la monarchie absolue et le développement dans les milieux de robe d'une attitude de réserve envers la vie sociale et l'État, donc l'attitude janséniste. Or, nous avons vu précédemment, à l'occasion de notre partie sur le jansénisme, que Goldman considérait les pensées de Pascal comme une expression cohérente et poussée des contradictions du jansénisme extrémiste de Barkos. Or, c'est à partir de cette expression cohérente que Goldman en vient à élaborer une vision du monde tragique, portée par les pensées de Pascal. Comment caractériser cette vision tragique ? Donc, elle peut être caractérisée comme l'existence d'une contradiction irrésoluble et éternelle entre l'exigence divine d'une vérité absolue, inatteignable du vivant de l'homme, et le refus de toute ambiguïté, de toute valeur relative et de tout compromis dans la recherche de cette vérité absolue. Donc le maintien d'un oui et d'un non permanent. Et si, dans la doctrine de Barkos, la certitude de l'existence absolue de Dieu n'était pas remise en cause, la vision du monde tragique, portée par les pensées, pousse la logique à bout. Si le monde n'est que néant, si l'homme est un point entre l'infini et le néant, n'est-ce pas parce que Dieu est à la fois présent et absent ? Présent, car c'est sur son existence que repose l'exigence de l'homme d'atteindre des valeurs absolues. Absent, on le voit bien, car l'homme ne peut que nier la réalité en face de laquelle il se trouve, qui ne repose sur aucune valeur absolue. On comprend dès lors l'idée d'un Deus absconditus, d'un Dieu caché, titre de l'ouvrage. Un Dieu sur lequel reposent toutes les aspirations à l'absolu de l'homme, mais qui n'est pas à même d'étancher la soif et les doutes de l'homme ici-bas. Nous devons aussi mentionner brièvement que dans la philosophie de Goldman, cette vision du monde tragique s'oppose à une vision du monde rationaliste qui la précède, et dont un des plus grands représentants est Descartes. Cette vision du monde rationaliste est caractérisée par la pensée claire et l'obéissance aux lois raisonnables. Elle place l'individu au centre et considère que la réalisation des valeurs ne dépend que de l'homme lui-même, de sa volonté, de ses qualités et de ses faiblesses. Elle ne considère donc pas la catégorie de totalité sur de nombreux plans de la vie et ignore le déchirement auquel est confronté l'homme quand il est privé de transcendance. Donc, on va résumer ce qu'est la vision du monde tragique. Elle est donc caractéristique d'une noblesse de robe, dont l'une des idéologies les plus significatives est le jansénisme barkosien.
que l'on retrouve donc poussée à son plus haut niveau dans les pensées de Pascal. Donc, cette vision du monde tragique se caractérise par la mise en lumière d'une opposition fondamentale entre les aspirations les plus profondes d'un homme, mi-ange, mi-bête, et la possibilité pour lui de réaliser des valeurs absolues dans un monde vacant, relatif, instable. Des valeurs absolues qui ne reposent que sur l'existence d'un Dieu caché, dont l'homme ne peut pas pleinement prouver l'existence dans le monde, mais pourtant nécessaire à la réalisation de ses aspirations. Donc, parenthèse fermée, nous entrons dans la dernière sous-partie de notre deuxième partie, qui vise en fait désormais à montrer comment cette vision tragique s'applique à l'analyse des pensées de Pascal. Donc, pour comprendre comment la vision tragique permet l'analyse des pensées de Pascal, nous aviserons de comprendre dans quel sens elle permet de trancher certains problèmes des études pascaliennes. Nous prendrons ainsi un certain nombre de questions interprétatives de l'œuvre de Pascal, auxquelles nous répondrons à l'aide de l'outil de vision du monde tragique. La première question porte sur l'utilité et la signification des fragments et des paradoxes dans l'œuvre de Pascal. Certaines lectures de l'œuvre pascalienne ont considéré que il ne fallait pas lire les pensées comme un tout cohérent et ont essayé de trouver un vrai plan d'organisation aux pensées de Pascal. Or, pour Goldman, le plan des pensées, la fragmentation de l'œuvre n'a rien d'accidentel, mais est juste significative, caractéristique du style de Pascal, qui reste toujours adéquat au contenu qu'il exprime. Si l'on reprend la définition de la vision tragique, alors on conclut que dans le monde, tel que le voit Pascal, aucune affirmation n'est vraie, si on ne lui ajoute, pour la compléter, son contraire. Dès lors, si l'homme veut dire des choses valables sur lui et le monde, alors il ne peut éviter le paradoxe comme seule figure de style adéquate à l'expression d'une vérité qui est toujours réunion des contraires. De la même manière, le fragment est la seule forme d'expression adéquate pour un ouvrage dont le message réside en l'affirmation que l'homme est un être paradoxal, grand et fort, petit et faible. Grand et fort parce qu'il n'abandonne jamais l'exigence d'un vrai et d'un bien pur. Petit et faible parce qu'il ne peut jamais arriver à la connaissance ou à une action qui atteigne ce juste et ce bien. De sorte que si les pensées avaient un instant abandonné la recherche d'un plan définitif ou cru en trouver un, ça aurait été totalement en fait contradictoire avec l'expression même de ce que Pascal cherchait à exprimer. Chercher un vrai plan aux pensées paraît en fait une entreprise totalement anti-pascalienne, qui va à l'encontre de la cohérence du texte, méconnaissant ce qui constitue sa valeur littéraire. Prenons désormais un deuxième exemple. Le fragment 72 des pensées, qui porte justement sur le divertissement pascalien. On va juste citer un tout petit extrait justement de ce fragment. Cela étant bien compris, je crois qu'on se tient en repos, chacun dans l'état où la nature l'a placé. Ce milieu qui nous est échu en partage est toujours distant des extrêmes. Donc voilà, ça c'est l'extrait qu'on cite. Dans ce fragment, on peut considérer que Pascal exhorte l'homme à prendre du repos, à renoncer à l'union des contraires. On peut voir cet extrait comme une critique des extrêmes et une invitation à accepter le caractère moyen de l'homme. Or, on voit très bien que ça ne va pas du tout avec la manière dont nous avons caractérisé précédemment la vision tragique. Si la vision tragique considère que l'homme tragique ne saurait se satisfaire de la relativité du monde, de son imperfection, de sa partialité, alors on conclut que non. Il n'est pas possible que Pascal exhorte l'homme au renoncement justement de la connaissance des contraires.
Évidemment, Goldman ne fait pas que s'appuyer sur un outil dogmatiquement, mais il analyse notamment les fragments donc 69, 70, 71, 72 des pensées. Et les pensées, les fragments 34, 35, 36, 37, 38, consacrés à la question du spécialiste et de l'homme universel, du coup, dans les pensées. Donc, dans ces fragments, Goldman compare la figure de l'honnête homme ou de l'homme universel, c'est selon, à celle du spécialiste. Et il établit une hiérarchie entre les différents comportements humains. Donc, ce qui est assez paradoxal, finalement, au vu de ce qu'on a démontré plus tôt, à savoir que potentiellement, si l'homme doit sans cesse justement tendre d'un extrême à l'autre, alors on peut se demander comment Pascal peut avoir une appréciation plus positive de justement l'homme universel que du spécialiste. Donc, on comprend d'abord assez aisément ce que Goldman reproche au spécialiste. Il lui reproche son unilatéralité. Si on s'en réfère à la vision tragique, on ne peut en effet rien connaître adéquatement sans connaissance de ce contraire, et donc du tout. Et c'est là en fait qu'on voit comment Pascal peut préférer justement la figure de l'homme universel à celle du spécialiste. Car si dans l'exigence de la vision du monde tragique, on retrouve l'idée d'une totalité à atteindre en Dieu, certes impossible à atteindre, du vivant de l'homme, cette totalité est cependant toujours nécessaire. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment l'homme universel pascalien, en tendant sans même l'atteindre à la connaissance de la totalité, plutôt qu'à une forme d'unilatéralité, qui est celle du spécialiste, se fait l'incarnation même dans le monde de l'homme tragique. Donc voilà, nous avons vu comment Goldman pouvait, dans l'œuvre de Pascal, établir une hiérarchie entre justement la figure du spécialiste et la figure de l'honnête homme, du fait justement de l'outil de vision du monde tragique. Nous prendrons un dernier exemple pour, encore une fois, exemplifier justement l'utilité de cette vision du monde tragique. Donc, c'est sur l'argument du pari de Pascal que nous allons maintenant nous pencher. Donc, une question qui en fait se pose beaucoup dans les analyses pascaliennes, c'est celle de la place du pari dans l'ergonomie des pensées. Une question affiliée justement à ce thème, c'est celle de savoir si l'argument du pari pascalien est plutôt destiné aux libertins ou aux croyants. Je vais juste citer un très court extrait encore une fois des pensées. Je cite « Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l'infidélité et vous en demandez le remède. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tous leurs biens. Ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. » Donc, plusieurs chercheurs considèrent que du coup, le pari de Pascal est destiné justement aux libertins. Enfin, l'argument du pari de Pascal est destiné aux libertins. Parce qu'ils considèrent qu'on ne peut pas parier sur ce qu'on connaît avec certitude. Or, si Pascal est croyant, ce qui semble être une vérité difficile à remettre en cause, alors Pascal ne peut pas parier. Donc voilà, le pari ne s'appliquerait pas justement aux croyants. Cependant, si on s'en réfère à l'analyse de Goldman, et donc à l'idée d'un jansénisme barkhousien poussé à bout par Pascal, alors on peut se demander si, en tant que le tragique barkhaussien appliqué au monde remet aussi en cause, poussé à son extrême par Pascal, l'existence d'un Dieu, en vérité, nous l'avons vu, si du coup on ne pourrait pas appliquer justement aussi le pari à la figure de Pascal, la figure du croyant même. Parce que si la vision du monde tragique nous apprend que Dieu est caché, c'est-à-dire à la fois présent par les aspirations absolues qu'il impose à l'homme, mais aussi absent du fait de l'incapacité pour l'homme de le trouver en ce bas monde,
et de trouver en ce monde des valeurs absolues, et donc Dieu, alors on peut envisager une nouvelle lecture du fragment du pari, car la condition humaine est par nature incertaine. L'homme ne sait pas s'il sera gracié ou réprouvé par Dieu, et doit parier dans sa grâce pour être sauvé et connaître le bonheur. L'homme n'a pas la certitude sensible que Dieu existe, en cela il est faible. Et pourtant, l'existence de Dieu est nécessaire pour donner du sens à sa vie et à ses actions, en cela il est fort. La lecture que Goleman développe est donc celle d'un pari comme intrinsèque à la condition humaine. Elle implique que le pari n'est pas un élément subsidiaire ou contingent des pensées de Pascal, mais est au centre en vérité de l'ouvrage, est au centre de la pensée pascalienne. En identifiant parier et croire, on conçoit qu'engager son action dans une religion incertaine, c'est finalement agir raisonnablement. Ici, la vision du monde tragique, en faisant du pari pour l'incertain le propre de la condition humaine, fait du pari pascalien non pas une contingence ou un accident biographique, mais le primat de la condition humaine, et montre, malgré l'incertitude sensible de Dieu, sa nécessité existentielle pour atteindre le bonheur. Naviguant dans les flots de l'incertitude, l'homme doit parier, malgré le risque de s'engouffrer dans le néant. Seule l'espérance d'un bonheur dans un monde transcendant permet à l'homme de vivre. Enfin bref, c'est la fin de notre deuxième partie, et ce que nous avons montré jusqu'à présent, c'est comment la vision tragique a permis dans les pensées de trancher un certain nombre de questions, notamment par l'usage de l'outil-notion de vision du monde tragique. On a donc montré que sur différents plans de l'œuvre de Pascal, donc, on en revenait à une idée semblable. Une idée très bien résumée par Goleman lui-même, donc je cite « L'homme est un être paradoxal, grand et petit, qui ne saurait ni renoncer à la recherche de valeurs authentiques et absolues, ni les trouver et les réaliser dans la vie et le monde. Aussi ne saurait-il placer son espérance ailleurs que dans la religion et dans l'existence d'un Dieu personnel et transcendant. » Nous pouvons passer à notre troisième partie, donc ce qui porte en fait sur la pensée dialectique. Jusqu'à présent, nous avons montré comment le concept de vision tragique permettait de formuler une analyse cohérente des pensées de Pascal. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens. Parmi elles, la question de la vision du monde de Lucien Goleman lui-même. Comment la vision du monde de Goleman pourrait-elle lui permettre de penser une vision du monde tragique ? En fait, pour Goleman, la réponse est assez simple. Nous l'avons vu, toute partie s'insère dans une totalité qui le comprend. Or, pour Goleman, certaines visions du monde comprennent d'autres visions du monde, et en cela sont plus progressistes que les autres. Ainsi, tout comme la vision du monde rationaliste peut être intégrée par la vision du monde tragique, la vision du monde tragique peut être justement comprise sous le prisme d'une vision du monde dialectique. Mais qu'est-ce que cette vision du monde dialectique ? Il s'agit d'une vision du monde que l'on retrouve dans les philosophies de Hegel et de Marx. Elle reprend certaines des idées fondamentales de la vision tragique, dont le caractère antagoniste de toute réalité humaine et l'aspiration à la synthèse et à la totalité. Au pari tragique, elle s'oppose en deux points, qui sont très bien résumés par Guido Grassadonio dans sa thèse « Lucien Goleman pour un marxisme-humanisme ». Le premier point justement sur lequel la pensée dialectique comprend et va plus loin que la pensée tragique, c'est sur le plan de la catégorie d'avenir. Là où dans la vision du monde tragique, l'homme est un être paradoxal qui n'atteint sa véritable nature qu'en exigeant une vérité vraie qu'il ne peut trouver dans le monde, du fait des lois relatives et insuffisantes du monde, la vision du monde dialectique ne réalise pas un idéal transcendant, mais immanent, et donc qui se réalise dans le monde, dans l'histoire. Il existe un devenir du monde dans lequel nous vivons. Dans les deux cas, donc dans le cas de la vision du monde tragique et dialectique, la
la réalisation du monde dépasse l'individu. Mais dans le cas de la vision du monde dialectique, du coup, les exigences portées par la vision du monde dialectique peuvent être réalisées dans notre monde, dans l'histoire. Le deuxième élément que pointe du doigt Grassadonio, c'est le pari faustien. Donc, nous l'avons vu, la vision du monde tragique se caractérise par une absence de compromis face au monde. Si la vision du monde tragique n'accepte aucune valeur intermédiaire entre le rien et le tout, si elle ne peut admettre qu'un bien et un mal absolu, il en est tout autre pour la vision du monde dialectique, pour laquelle le bien passe par le mal, pour laquelle, pour gagner un pari révolutionnaire, il faut parfois faire un pacte avec le diable. Évidemment, il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la lettre. Ce qu'elle exprime cependant, c'est qu'il faut accepter parfois de ne trouver aucune solution dans le réel, mais toujours chercher et avoir foi en la recherche, même si parfois le réel paraît sans issue. Donc on pense à la citation de Peggy, ils ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains. Et à ces deux catégories, et nous pouvons enfin incarner ces deux catégories dans la figure d'homme total marxien, qui vient dépasser la figure d'homme universel que nous avons évoquée plus tôt. Là où l'homme universel pascalien incarnait l'exigence d'un homme qui tendait, dans ses aspirations, à saisir la réalité dans sa totalité, mais qui ne pouvait justement atteindre cette totalité dans le monde, l'homme total, du fait de la catégorie d'avenir et du fait de son contact immanent au monde, peut se réaliser dans le monde, car il est l'homme qui, en ancrant la connaissance dans le monde auquel il participe en tant que sujet transindividuel, se désaliène en saisissant la réalité fragmentée dans la totalité de ses relations, conjuguant étude des parties et de la totalité, théorie et pratique, il vise à une constante transformation du monde et par cela même, il exerce sa liberté. Pour un marxiste, cette vision dialectique est lourde de sens. Il s'agit de réaliser un idéal objectif dans le monde. Bref, il s'agit d'une philosophie de l'homme total. Donc, nous aimerions fermer en répondant à la question qui était quand même posée au début de notre exposé et qui était celle de l'utilité justement de la vision du monde tragique pour penser justement le rapport de Goldman à la recherche. Donc, il y a deux utilités. Un, sur un plan théorique, du fait de la catégorie de foi et de la catégorie d'avenir dans la recherche en sciences humaines. On comprend en vérité que pour Goldman, toute recherche met au commencement de son processus un pari, et que le pari est condition indispensable de tout progrès dans la recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que, certes, on peut reprocher à Goldman d'utiliser l'outil de vision du monde, parce que c'est un pari finalement, mais on voit bien, notamment parce que nous démontrons plus tout à l'heure, que cet outil, ce pari, se révèle effectif, qu'en tout cas il a une efficacité. Deuxièmement, justement, la vision du monde dialectique nous apporte beaucoup du point de vue pratique. Parce que dans sa vie, l'homme, qui n'est pas qu'un individu, mais aussi un être situé historiquement, ne peut pas ne pas parier. Tout chercheur est en incapacité d'être neutre, parce qu'il est embarqué dans la recherche. L'homme cherche inévitablement à donner un sens, une signification, à l'ensemble de ses pensées et actions. Or, le concept de vision tragique, de vision dialectique, montre bien qu'on ne peut séparer les jugements de fait des jugements de valeur dans la recherche, que toute recherche en sciences humaines comporte inévitablement une partialité, mais aussi un pari. Nous pouvons conclure. Nous nous demandions donc comment faire un usage scientifique d'un outil comme la vision du monde afin d'analyser adéquatement des œuvres littéraires et philosophiques. Dans un premier moment, nous avons cherché à montrer que les deux critères les plus importants pour Goldman afin d'établir un outil cohérent dans le champ des sciences humaines étaient ceux de totalité et de cohérence, critères que l'outil de vision du monde possède en propre. Dans un second moment, nous avons essayé d'évaluer la pertinence de l'outil par son application aux pensées de Pascal, afin de juger de son effectivité.
Enfin, dans notre troisième partie, nous avons montré comment toute recherche en sciences humaines impliquait que le chercheur adhère lui aussi à une certaine vision du monde et que toute recherche repose inévitablement, à certains moments, sur la catégorie de foi, dans le sens donné à chacune de nos actions, dans l'existence d'un sens et d'un avenir humain, dans la possibilité d'une émancipation humaine collective. Bref, la vision du monde comme outil d'analyse d'œuvres d'art et de philosophie pose, nous l'avons vu, un certain nombre de problèmes, à commencer par sa discrimination de certains éléments potentiels dans l'analyse de l'œuvre. Seulement, à ceux qui s'inquiètent des critères esthétiques, nous répondons brièvement, donc en 2 points, que premièrement, la catégorie d'avenir est l'indice même que pour Goldman, toute recherche en sciences sociales ne demande qu'à être reprise et enrichie de nouvelles hypothèses et de nouveaux éléments. Elle demande à ce qu'une communauté de chercheurs s'empare justement des outils laissés et les continue, les remette en question dans tous les sens possibles. Certes, elle arrive la dame. Certes, la méthodologie goldmanienne ne saurait sans doute suffire à l'analyse d'œuvres en sciences humaines. Certes, la méthodologie goldmanienne ne saurait sans doute suffire à l'analyse d'œuvres en sciences humaines, mais elle n'en a pas la prétention et montre effectivement, notamment par l'analyse de la structure des fragments et des paradoxes dans les pensées, qu'elle permet également une analyse des faits littéraires et esthétiques de l'œuvre. Deuxièmement, la méthodologie de Goldman appliquée aux pensées fonctionne et donne des résultats plus cohérents que ne le font bien des méthodes. À la manière de Hegel, qui dans l'introduction de la phénoménologie de l'esprit s'abstient de faire un exposé préliminaire de sa propre méthode, celle-ci ne pouvant être exprimée par ce biais que partiellement et inadéquatement, la seule méthode valable pour Goldman, c'est de laisser la pensée se mouvoir par elle-même, afin de tirer elle-même les conclusions du chemin qui est sien. Bref, quels enseignements pour nous marxistes ? Lucien Goldman, nous l'avons vu, écrit à un moment où les espoirs dans la réussite du marxisme ne sont pas des plus clairs. L'époque est marquée par l'insertion du plan Marshall dans la société capitaliste et par le développement de nouvelles couches moyennes qui questionnent la possibilité d'une révolution communiste. La vision du monde rationaliste aurait-elle gagné ? Pourtant, sa foi marxiste dans l'existence d'un avenir historique, de l'existence d'un sujet transindividuel dans l'homme, l'exhorte à toujours continuer la recherche et à lutter pour saisir toutes les occasions possibles d'une brèche dans l'histoire, de moments propices à la lutte. Plus encore, ce que la philosophie de Goldman montre, c'est l'obligation inéluctable d'agir pour certains, pour ceux qui vivent dans la nécessité de changer le monde, de transformer le monde. Je crois qu'au fond, c'est une belle défense de l'Institut Humanisme Total que de mettre en avant cette nécessité de recréer du sens dans la lutte et de ne jamais abandonner. Nous finirons sur une citation des pensées. Quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit avec raison. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!